Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Alain Broman, qui est directeur de recherche à l'IRD, écologue des sols, conseiller de la communauté de savoir, la COSAV Terre et Sol, et président de l'AFES, l'Association française d'études des sols. Donc Alain, nous présenter donc une conférence sur la santé des sols, l'histoire et les enjeux d'une belle métaphore. C'est à vous. Merci Muriel pour cette belle présentation et merci de m'avoir invité à présenter effectivement un sujet qui me tient à cœur actuellement sur la santé des sols. Alors je vais peut-être pas avoir l'occasion en 15 minutes de brosser un portrait de ce que c'est comme notion avec son histoire, ses enjeux et cette partie sociétale, mais je vais en mettre en exergue certains points. D'abord, quand même débunkériser ces idées reçues qu'on a sur le sol. D'abord, la première idée reçue qu'on a sur le sol, c'est qu'une ressource est limitée, effectivement, si vous baladez en avion, ce que je ne vous conseille plus maintenant, mais donc au sud de la France, par exemple, vous avez effectivement vous avez l'impression qu'il y a une immensité de terres agricoles en France, et effectivement, il y en a, mais pour reprendre une parabole que j'ai empruntée à Tiffaine Chevalier, qui est une collègue pédologue à notre unité, imaginez que la Terre soit cette pomme. Eh ben, vous en enlevez déjà les trois quarts, car les trois quarts de la Terre, comme vous le savez, sont du milieu aquatique, sont de l'eau. Donc, dans le quart restant, eh ben, il faut en enlever encore les trois quarts. Pourquoi? Parce que l'ensemble des terres émergées, les trois quarts sont soit trop hautes, soit trop denses, soit trop pierreuses, soit trop froides, soit trop chaudes pour être cultivées. Et donc, une fois que vous avez retiré ce 16e donc, de la terre, il vous reste ce lambeau de pommes qui figure en fait les terres arables, parce qu'en fait, les terres arables, c'est à peu près entre 30 et 50 cm de profondeur. Et donc, voilà sur quoi réside l'ensemble de notre humanité actuellement. Et le problème, c'est que ces 22% de terres émergées qui sont cultivables, ils sont bien dégradés, notamment par l'agriculture intensive, pas que, mais principalement par l'agriculture. Et donc, cette thématique de la préservation de nos terres agricoles devient effectivement prégnante. Alors, je vais continuer un peu sur les quelques idées reçues qu'on a sur les sols. Vous entendez certainement autour de vous, de temps en temps, des gens qui disent les sols sont morts. Donc, non, il n'y a pas de sol mort. Ou alors, il faut vraiment que le sol soit passé dans un four à des degrés de plus de 1000 degrés pour vraiment que vous enleviez toute vie biologique dedans. Mais c'est une notion qui n'a aucune consistance scientifique. Il y a toujours au moins des bactéries, des virus, des champignons. Et d'ailleurs, elle est associée un peu à cette métaphore comme quoi le sol est un organisme vivant. Non, le sol n'est pas un organisme vivant. Il y a eu beaucoup de métaphores sur ce point et la santé du sol, d'ailleurs, en fait partie. Mais c'est un organisme qui héberge du vivant, mais qui a une composante physique et donc qui n'est pas en soi un organisme vivant. Alors, justement, on parle de la composante physique et donc on associe souvent la forte biodiversité à une forte qualité des sols. Alors, ce n'est pas complètement faux. Moi, je suis biologiste des sols, donc effectivement, j'étudie la biodiversité. Mais si vous comparez, par exemple, microbiologiquement les sols agricoles des prairies et des forêts, en fait, c'est les sols agricoles qui ont le plus de biodiversité. Est-ce que ça veut dire que les sols agricoles sont de meilleure qualité qu'un sol de forêt? Évidemment, non. Il y a d'autres critères. Évidemment, dans les sols cultivés, par exemple, il y a plus de pathogènes aussi. Donc, ça fait partie de cette biodiversité, mais qui n'est pas forcément une biodiversité désirée, par exemple, par les agriculteurs. La quatrième idée, c'est qu'un sol en bonne santé est forcément un sol riche en matière organique. Alors, ça a une consistance scientifique, ce point-là, mais vous verrez dans des exemples que je vais avoir au cours de cette diaporama que ce n'est pas toujours le cas. Donc, et en fait, la dernière point, c'est quelque chose qui nous éloigne un peu, mais il y a certaines pratiques agricoles qui sont vues comme des pratiques, je dirais pas miracles, mais qui sont applicables partout
Et là, c'est un peu une ode au localisme, hein. Toute pratique agricole doit être vue dans son contexte local. Donc, il n'y a pas de pratique agricole qui marche dans tous les cas. Ça dépend du type de sol, ça dépend du climat. De temps en temps, il faut mettre des fertilisants, même minéraux, parce que dans les sols, par exemple, africains, ben, ils sont très dénutris en nutriments minéraux. Donc, on ne peut pas faire que de l'organique partout, tout le temps. On aimerait bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà, après cette déboucarisation un peu du sol, on va revenir à la santé des sols. Alors, d'abord un peu une vision un peu historique, d'où elle sort cette notion. Bah, en gros, jusque dans les années 80, le sol était vu comme une ressource pour la production végétale, hein. N'oubliez pas que 90%, 95% de nos aliments viennent du sol. Donc, bah, cette ressource-là, il fallait l'amender avec des engrais, des fertilisants pour pouvoir effectivement avoir ce concept de fertilité. Après, dans les années 90, a émergé aussi des concepts plus environnementaux qui ont fait que le sol remplissait aussi des services écosystémiques. Ces services, eh ben, la production végétale en est une, mais vous avez aussi l'atténuation climatique, hein, via le 4 pour 1000 par exemple. Le sol peut stocker du carbone. Vous avez aussi, par exemple, des services récréatifs, hein. Se balader dans une forêt grâce à un sol forestier, ben, c'est aussi agréable pour nous. Ça purifie l'air, ça purifie l'eau, ça fait tampon aussi pour les polluants. Enfin bref, ça a ce qu'on appelle une multifonctionnalité. Après, dans les années 2010, avec l'émergence aussi de la biodiversité comme un enjeu majeur environnemental, est apparu que le sol était plus un écosystème en interaction. Donc cette biodiversité avec effectivement les liens minéraux, l'homme aussi dedans, les plantes, donc avec une vision plus holistique du sol. Et dans les années maintenant 2014, est apparu aussi un concept de sécurité des sols que je ne vais pas développer ici, mais qui est une vision une vision encore plus systémique, plus socio-écosystème, où effectivement les dimensions à la fois législatives, patrimoniales, foncières, voire religieuses sont inclus. Donc vous voyez que le sol, en fait, il n'a pas arrêté de grandir dans cette vision de multifonctionnelle, en fait. Alors, cette santé des sols, est-ce qu'elle est nouvelle? Ben non, en fait, c'est un concept très ancien. Cette homologie entre santé humaine et santé du sol, eh ben, elle vient d'ailleurs du monde médical. Hippocrate, on est témoin 400, 400 ans avant Jésus-Christ. Et donc, cette homologie entre la terre qui serait l'estomac des plantes, qui digérerait la matière organique, enfin, toutes ces paraboles existent depuis longtemps dans le domaine agricole. Cependant, la science s'en est emparée de manière relativement récente, comme je vous l'ai dit, dans les années 2006. Le concept de qualité, là, que vous voyez en haut, a émergé dans les années, vous ne voyez pas bien en bas, mais en gros dans les années 90, ça, comme je vous l'ai dit, alors que le concept de santé des sols, vous le voyez ici dans Janssen. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Vous voyez ma souris? Vous voyez, dans les années 2010, on a vraiment une production exponentielle des articles scientifiques traitant de la santé des sols, et maintenant c'est un mot qu'on voit partout. Et en fait, il a émergé scientifiquement des années 2010, mais il a émergé très très récemment dans la sphère politique. Alors même si elle s'en est emparée un petit peu avant que maintenant, mais donc pour avoir une loi cadre sur les sols, bah, il a fallu attendre l'année dernière, c'est-à-dire le 5 juillet 2023. Vous aviez une loi cadre sur l'eau avant, vous aviez une loi cadre sur l'air, mais pas de loi cadre sur les sols. Donc la préservation des sols est quand même un enjeu important, comme on l'a vu. Mais il y a eu des initiations politiques à l'échelle européenne assez importantes. Et en fait, cette loi cadre, je dois dire, d'un point de vue pour moi en tant que scientifique, ne me satisfait pas beaucoup parce qu'elle est extrêmement, je dirais, laxiste. C'est-à-dire que, en fait, les États ont beaucoup, beaucoup de pouvoir sur à la fois la mesure de leur qualité et sur les index qui vont permettre de dire si ce sol est de bonne ou de mauvaise qualité. Donc, en fait, elle est pour l'instant, mais elle admet quand même le mérite d'exister. Il fallait un début, elle est là. Et ça, on peut quand même s'en féliciter. Alors, ce concept aussi de santé des sols ne fait pas l'unanimité dans la communauté scientifique. Vous voyez, par exemple, Richard Dick était l'ancien président de la Société des sciences du sol, donc un collègue, le qualifie de buzzword, d'autres que c'est une métaphore plutôt illusoire, d'autres que c'est en fait une mesure sociale, enfin, je veux dire, c'est une notion sociétale, mais qui n'est pas mesurable quantitativement, hein. C'est notamment ce que
dit Philippe Baveille. Et donc voilà, vous voyez, ça montre que c'est une notion qui a bien irrigué la société, qui commence à irriguer aussi la communauté scientifique, mais avec des visions partagées. Alors de quoi on parle quand on parle de santé des sols? En fait, je vous ai mis là 3 définitions, excusez-moi en anglais, mais que vous pourriez résumer de manière rapidement en dire que la santé des sols, eh ben, c'est quoi? C'est sa mesure, c'est lié à sa capacité à fonctionner. Et de ces fonctions sont produits des services écosystémiques dont on a déjà parlé. Et ça, c'est, quelle que soit la définition et les différences de définition qu'il y a entre ces 3 définitions, c'est toujours quelque chose qui est très, très fort, que je vous ai mis en gras à chaque fois. Mais le problème qu'on peut se poser, c'est: est-ce qu'on mesure vraiment des fonctions quand on mesure la santé des sols? Et en fait, quand je me suis intéressé à cette question, dans les années, 2010 justement, et en regardant un peu heu, la bibliographie, hein, quand vous attaquez un peu un nouveau sujet, c'est la première chose que vous faites. Et c'était à ce moment-là plutôt la qualité des sols, hein, que je regardais plutôt que la santé des sols. Ben, en fait, c'était exprimé sous forme de propriétés additives, de propriétés physiques, chimiques et biologiques. Et en gros, si je voulais résumer de manière un petit peu rapide, c'était plus c'est mieux. Là, je vous ai fait une photo de Monsieur Plus pour ceux qui ont connaissaient cette publicité, donc qui incite à mettre plus de chocolat, plus de beurre, voilà. Donc un bon sol, c'était un sol riche en gros, hein, riche en carbone, riche en azote, riche en biomasse microbienne, riche en vers de terre. Or, cette vision, elle ne correspond pas tout à fait à ma vision de scientifique, spécialiste du monde tropical. Et là, c'est une photo issue de mes travaux au Burkina Faso. Et que ce soit au Burkina Faso, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, bah, les sols sont souvent sableux. Donc avec, des caractéristiques, ben, que vous voyez ici, c'est-à-dire, très peu de carbone, moins de 7 de 0,7 souvent pas d'azote mesurable, au laboratoire. Donc en fait, si on regarde cette métrique que je vous ai décrit, ben, c'est des sols qui sont considérés comme pauvres, de faible qualité et donc on pourrait penser à de faible productivité. Et si je prends l'exemple de la savane de Lamto, elle produit 16, tonnes à l'hectare de matière sèche, qui est une production extrêmement importante. Donc là, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas une adéquation entre la faible qualité des sols avec la métrique qu'on a vue et la production végétale. Donc, et c'est un paradigme qu'on a pas mal étudié, nous, dans notre unité depuis longtemps, c'est on a considéré qu'il fallait substituer à cette vision stock une vision flux. Et on peut se poser la question, et on le verra dans les questions, si ce paradigme il n'est valable que dans le milieu tropical. Alors quel problème j'ai avec les mesures actuelles de santé des sols? Ben, comme on l'a vu, cette vision stock ne me satisfait pas, mais on mesure aussi énormément de propriétés inhérentes ou statiques. Par exemple, la texture, la profondeur du sol, le pH, la biomasse microbienne, qui sont des valeurs extrêmement importantes à connaître pour savoir l'état du sol, pour savoir où vous en êtes. Et par exemple, si vous voulez mesurer un état de dégradation du sol, c'est des mesures qu'il faut faire. Par contre, ça ne vous dit pas vraiment ce que sol fait. Si je fais une parabole, par exemple, si vous faites 1,90 m et que vous faites 80 kilos, vous pouvez effectivement avoir une proportion à faire du volley ou du basketball. Mais ça ne veut pas dire que vous faites du volley ou du basketball parce que vous avez d'autres qualités à développer. Donc en fait, ce qu'on est ne traduit pas forcément ce qu'on fait. Le troisième problème que j'ai avec les mesures actuelles de santé des sols, c'est qu'effectivement, on mesure des fonctions, par exemple, comme les mesures enzymatiques, mais c'est des mesures qui sont faites au laboratoire, c'est-à-dire à partir d'échantillons de sol qui sont prélevés. Alors, déjà, le mode de prélèvement du sol peut poser question, à quelle profondeur, combien d'échantillons. Ces sols sont séchés, sont tamisés et après sont mesurés au laboratoire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on ne respecte pas dans ce processus, c'est l'intégrité physique du sol. Le sol, il est structuré verticalement, horizontalement, et cette structure est extrêmement importante pour comprendre le fonctionnement du système. Donc mesurer au laboratoire à partir d'un échantillon relativement petit, notamment, hein, moi je faisais de la microbiologie, je mesurais avec 0,1 g
de 0,1 gramme à 1 gramme de sol, donc c'est quand même difficile d'être représentatif de l'ensemble d'une parcelle. Et ces mesures ont un intérêt, ce sont des mesures potentielles, elles sont intéressantes à connaître, mais elles ne reflètent pas la réalité de cette fonction au champ. Et enfin, le quatrième problème que j'ai avec ces mesures, c'est cette vision réductionniste qu'on a des sols. Donc j'ai fait la parabole, là, on revient avec la santé humaine. Si vous définissez pas la vie ou la bonne santé juste au fonctionnement de vos organes. Vous pouvez très bien être très fatigué ou avoir des problèmes de santé, même si votre cœur, votre rein ou vos poumons sont en bonne santé. Vous le savez tous. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas une accumulation d'organes, mais nous sommes un système en interaction et le sol, c'est exactement ça. C'est un écosystème en interaction constante, comme je disais, de cette biodiversité entre elles, mais cette biodiversité aussi avec le matériel minéral. Donc, ces 4 points font que je n'étais pas tout à fait en phase avec les mesures qu'il y avait. Donc, en fait, ce qu'on a pensé au sein de notre unité avec des collègues, c'est comment on peut passer de cette vision stock à une approche plus dynamique du sol. Donc, vous avez cette vision stock qu'on a vue avec ce gros chien. Donc, il y avait plein de vers de terre, plein de potassium, de nitrate et de carbone, à une approche plus dynamique, plus intégrative de mesures de fonction. On ne va pas mesurer une biomasse, mais plutôt une respiration. On ne va pas mesurer, par exemple, une quantité de matière organique, mais plutôt une quantité de substrat dégradé au cours du temps. On ne va pas mesurer de l'azote, mais sur de l'azote juste, mais on va mesurer avec une membrane qui va, par exemple, mimer ce que voit une racine. Et donc, une vision vraiment beaucoup plus dynamique du système. Et ça, et l'idée, c'est bien de cibler des fonctions qui sont bien liées à cette activité biologique. Même si on ne mesure pas forcément les acteurs, les quantités de vers de terre, de nématodes, de bactéries, on mesure ce qu'ils font, c'est-à-dire en termes de transformation du carbone, en termes de maintien de la structure des sols, en termes du cycle nutriments. Et donc, pour nous, la santé des sols, elle doit inclure 3 points importants. Premièrement, comme je l'ai dit, la biodiversité doit rester au cœur du fonctionnement du sol, même si on ne la mesure pas, ce qui est une spécificité en soi. Deuxième point, c'est que les acteurs du monde agricole en sont les principaux bénéficiaires. C'est-à-dire, en fait, que les acteurs du monde agricole, ils doivent pouvoir comprendre les outils qu'on met en place, comprendre les résultats, pouvoir les interpréter, pouvoir les évaluer pour déterminer l'efficacité de leur pratique. Si vous voulez changer, convaincre un agriculteur d'avoir une pratique plus durable, il faut aussi qu'il soit convaincu que les résultats qu'il avait, que nos résultats montrent que son système, justement, il l'est pas, ou il n'est pas assez productif, ou il est pas assez, il maintient pas assez la biodiversité, bref. Et ça, c'est extrêmement important de le faire justement avec lui et sur le terrain. Et une autre chose qui va être importante pour lui, c'est de comprendre les résultats qu'on va produire. Donc, on a cette méthode-là, elle produit aussi une notation, donc un index qui est entre 0 et 1, qui est basé sur les mesures des fonctions des sols. Alors évidemment, pour un scientifique, c'est toujours un peu réducteur de faire des index entre 0 et 1, mais c'est un avantage aussi en termes de transmission de résultats. Et donc cet outil qu'on a mis en place qui s'appelle Biofunctool respecte ces éléments-là. C'est-à-dire qu'il est low-tech, donc il est facile à transférer parce que le low-tech, je vous rappelle, c'est pas forcément bas de gamme, c'est des outils qui sont à la fois que vous pouvez construire, que vous pouvez réparer. C'est surtout la durabilité qui est au centre de ce concept du low-tech. Et c'est très important au sud parce qu'on n'a pas toujours les infrastructures nécessaires pour faire toutes les mesures qu'on a des sols. Et si on a accès, de temps en temps, elles sont trop chères pour les agriculteurs. Alors, bord de champ, je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi. C'est surtout pour respecter cette intégrité physique qu'on a vue, qui était si importante. Et aussi, quelque chose qui est important, c'est la rapidité de résultat. 7 des 9 indicateurs qu'on a mis en place, vous avez la mesure au moment où vous faites vous avez le résultat au moment où vous faites la mesure. Et ça, c'est important si vous voulez justement partager, parce que souvent les agriculteurs sont là, ce n'est pas eux qui font les mesures, mais ils sont avec nous. Et donc, on peut partager ces résultats extemporanément. Le faible coût, ça fait partie effectivement de la facilité à transférer ce kit de mesure de santé des sols. Mais ça a aussi un avantage qui pour moi est extrêmement important, et encore peut-être plus important, c'est le fait de pouvoir faire des répétitions. Parce qu'un des problèmes qu'on a sur les sols, c'est que c'est un milieu extrêmement variable. Et donc, de faire juste une mesure dans un point sur une surface qui peut faire de 10 mètres carrés si vous travaillez
sur des surfaces de maraîchage à je sais pas, 1 hectare ou 2 hectares, si vous êtes dans des plantations d'arbres, par exemple, il faut pouvoir répéter ces mesures. Si vous répétez une mesure qui fait 300 euros, vous n'allez pas la répéter beaucoup. Si vous avez une mesure qui fait 1 euro, vous pouvez la répéter 10 voire 50 fois. Donc, ces 3 éléments ont été sur la base, ces 3 critères ont été la base de la construction de ce kit Biofunk Tool, qui est appliqué maintenant dans près de 12 pays. On a encore 2 sollicitations d'Amérique du Sud, donc ce diagramme, cette carte n'est plus actuelle. Et on a produit 11 papiers, donc il a été validé scientifiquement. Et ce qui est important, c'est effectivement, il est multi-acteur. On travaille avec des instituts techniques comme Terrinovia, on travaille aussi avec effectivement encore du secteur académique comme les universités, mais aussi le secteur, les ONG, les sociétés civiles, des industries comme L'Oréal. Voilà, donc en fait, les gens se sont appropriés à leur niveau pour leurs mesures, leur intérêt de la mesure, et ce côté justement transfert et multi-acteurs est vraiment au cœur de notre démarche. Bon, un exemple de résultat, je suis déjà peut-être hors temps, donc c'est juste pour montrer, j'aurais pas le temps. Là, on compare dans 2 situations, Cambodge et Nouvelle-Calédonie, l'agriculture conventionnelle à l'agriculture de conservation. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que l'agriculture de conservation, c'est une agriculture sans labour, avec un sol qui est couvert en permanence et avec des rotations culturales ou des associations culturelles. Et donc, vous voyez ici que l'agriculture de conservation a toujours, parce que là, c'est différentes modalités, mais comme je vous dis, je ne vais pas rentrer dans ces détails, a toujours un indice de santé des sols supérieur à l'agriculture conventionnelle. Et vous voyez que c'est en fait, quelle que soit la fonction, en fait, les 3 fonctions sont augmentées, que ce soit la structure du sol, les nutriments ou le carbone. Donc, en conclusion, il nous a paru nécessaire d'introduire une approche plus fonctionnelle de la mesure de qualité santé des sols. Ces 2 notions ont des définitions relativement proches, avec un point clé qui est le respect de l'intégrité physique et que cette approche fonctionnelle soit multi-acteurs et proche des agriculteurs. C'était vraiment les points importants que je voulais que vous aviez comme take-home message. Et ce que je vous propose aussi, si ça vous intéresse de travailler sur les notions de fonction, service, quelles menaces, ou de travailler sur les enjeux des sols, je vous propose un jeu sérieux qui s'appelle la fresque du sol et que j'aurai le plaisir d'animer, j'espère bientôt à Montpellier. Voilà, merci. Là, tout est bon. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Nous avons déjà une question. Donc, Alain, j'ai entendu dire qu'un sol fertile pouvait aller jusqu'à 100 mètres environ, que ce sont les tout premiers mètres qui sont les plus importants du fait de leur structuration physique et de la microflore et microfaune et microbiologie, d'où la remise en question du labour et des intrants, appelés par euphémisme phytosanitaire. Donc, où en est-on du côté des sciences du sol sur ce sujet? Il y a plusieurs questions donc il y a la question de la profondeur. Moi, je m'intéresse à la partie, disons, superficielle. Effectivement, c'est une notion, c'est parce qu'opérationnellement, c'est difficile d'aller jusqu'à 3 mètres ou 2 mètres si vous voulez faire, par exemple, plusieurs mesures sur un sol. Si je pouvais le faire, ça serait mieux, effectivement, parce que tenir compte de la profondeur du sol, c'est extrêmement important. Il y a des notions justement de seuil critique là-dessus. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, quand même, la grande partie de la biodiversité des sols, c'est dans les 0,30 cm qu'elle se situe, même si effectivement une grande partie en microbiologie se situe plus profond. Et donc cette partie-là, quand même, est opérationnelle pour la mesure de santé des sols. Le deuxième point, c'était sur le non-labour et les phytos, c'est ça Oui, c'est ça. Oui, alors ce que je disais, c'est que effectivement, l'agriculture, vous l'avez vu dans mon résultat, que l'agriculture de conservation, qui est sans labour, dans les conditions que j'avais mesurées, a été meilleure. Mais par exemple, là, je le fais à La Valette, juste en face de l'IRD sur l'UMRGO. On voit que, par exemple, on a eu plus d'activité biologique dans l'agriculture avec labour que sans labour, parce que le sol était devenu tellement compact au bout de 4 ans, que d'ailleurs, ils ont été obligés de remettre un labour. Donc, c'est pour ça que je dis, évidemment, je suis de manière générale pour un minimum de travail de sol, parce que respecter la structure du sol est vraiment important. Mais
on peut aussi considérer que ça ne doit pas être non plus axiomatique et qu'il y a des moments, quand le sol est trop compact, eh ben, il faut effectivement faire un labour, alors qu'il peut-être pas profond, peut-être avec que des instruments qui ne retournent pas le sol, par exemple. Mais voilà, il faut éviter effectivement d'avoir un peu des ornières que j'appelle un peu idéologiques sur les sols parce que ça, on souffre beaucoup de ça. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement à la question des phytos aussi peut-être Oui, sur les peut-être. intrants. Oui, Oui. est-ce Alors que j'ai ouais. évoqué ça sur les, par exemple sur les. Moi, je travaille en Afrique, où les sols sont extrêmement pauvres en fertilité minérale. Donc dire qu'il faut que de la fertilité organique sur ces sols-là, il faut minimiser la fertilisation minérale, je suis bien d'accord, mais il y a des sols qui en demandent et vous ne pouvez pas. Après, il faut regarder quelles ressources on peut leur donner. Est-ce que ça peut être des ressources locales? C'est ça qui est plutôt important. Plutôt que se dire, ben non, on va mettre que la fertilisation organique, ça marche, la fertilisation organique sur des sols qui ont déjà des capacités d'échange, qui ont déjà qui sont déjà bien structurés, mais comme dans des sols qui sont vraiment extrêmement appauvris de tout, il y a besoin d'une fertilisation minérale. Ça rentre aussi dans ce que je disais pour le non-labour, c'est-à-dire il y a des solutions locales, il n'y a pas de solution globale. Merci. Est-ce que la santé des sols peut être restaurée après dégradation et si oui, quels sont les moyens les plus efficaces pour y parvenir? Alors, oui, oui, il y a eu des tentatives de restauration, par exemple, là, on va partir dans le cadre de la COSAF Terre-Sol, justement en Côte d'Ivoire, sur la réhabilitation d'un site minier, par exemple. Donc on revégétalise, des systèmes. Donc oui, oui, il y a des systèmes de réhabilitation qui sont nombreux. Ceci dit, un sol met énormément de temps à se constituer. On parle de entre 500 et 10 000 ans, vous voyez, en fonction, donc c'est, pour un cen et on parle de centimètres de sol. Donc la dégrad regrader un sol prend beaucoup de temps pour l'ensemble de ses fonctions. Vous allez peut-être, possiblement, pouvoir regrader sa fonction de production végétale, mais ça va prendre beaucoup de temps pour qu'il ait encore une structure, pour qu'il retrouve sa biodiversité initiale. Donc le mieux, comme d'éviter, c'est éviter, c'est-à-dire éviter de le dégrader. Mais maintenant, on est quand même face à 70% de sols dégradés, donc ces processus d'aggradation vont être extrêmement importants à mettre en place. Donc oui, c'est possible, ça prend du temps, c'est relativement cher et ça demande effectivement aussi beaucoup, beaucoup de compétences diverses. Merci. Revenons à Biofunctool. Cet outil a-t-il déjà entraîné un changement de pratique agricole et où? En fait, souvent, les, les gens comparent les pratiques qu'ils ont mis en place avec des pratiques conventionnelles qu'ils avaient avant. Donc en fait, ça a plutôt conforté des gens dans leur changement de système, plutôt que de dire qu'ils ont du coup changé leur pratique. Par contre, ce qui a été aussi intéressant avec Biofunctool, c'est autant quand je reviens un petit peu à cette idée d'idée reçue, il y a des moments où les résultats ne convenaient pas forcément à leur vision. C'est-à-dire, par exemple, je me rappelle dans le Gers, on comparait des rotations culturelles sur 8 ans, donc quelque chose qui est extrêmement assez compliqué à faire. C'est-à-dire que chaque année, vous avez une autre culture pendant 8 ans, puis après vous reprenez par rapport à une agriculture conventionnelle. Et je mesure l'activité biologique avec des laminabètes, c'est une espèce de petit piqueur de plastique avec du substrat à l'intérieur. Donc vous regardez le nombre de trous qui sont dégradés par le nombre de jours. Et on voyait qu'il y avait plus d'activité biologique dans le sol conventionnel que dans le sol en rotation. Donc l'agriculteur, il était extrêmement surpris. Il dit: «Bah, je fais tout ça pour ça, alors qu'il y a de l'activité biologique». Après, on a revisité un peu son mode, sa pratique. En fait, il avait juste avant la mesure fait une sorte de petit labour dans son système en rotation. Mais ça, il n'avait pas dit en fait. Et donc, ça permet aussi de revisiter un petit peu les dires d'agriculteurs. C'est pas qu'ils ne veulent pas le dire, mais que peut-être qu'ils ont oublié. Et c'est très compliqué comme métier agriculteur. Donc, justement, ces mesures de terrain et pas de laboratoire permettent d'instaurer ce dialogue qui peut être très fécond, justement, pour comprendre aussi les résultats qu'on a et les comprendre ensemble. Et ça, c'est un point, moi, que je n'avais pas prévu au départ. Mais je vais vous prendre un exemple aussi assez simple, c'est qu'on fait des mesures d'infiltration d'eau du sol pour savoir si le sol il est perméable à l'eau, hein. Vous voyez qu'avec les inondations qu'on a eues à la fois du nord de la France, que subit l'Afrique actuellement, le fait qu'un sol soit perméable à l'eau est un facteur extrêmement important de sa fonctionnalité. Ben, quand vous allez
Je me rappelle donc on était toujours dans le Gers, et ben il avait du sorgho, la personne, elle voulait pas savoir, on comparait pas des pratiques, mais dans son terrain, il y avait des endroits où son sorgho faisait 50 centimètres et dans d'autres endroits, ça faisait 2 mètres. Donc il voulait comprendre pourquoi il y avait cette hétérogénéité spatiale. Et ben donc on a mis le cylindre, on a regardé si l'eau s'infiltrait. Ben là où il y avait 50 centimètres, l'eau s'infiltrait pas, et là où il y avait 2 mètres, l'eau s'infiltrait. Ben ça, vous n'avez pas besoin de faire Saint-Cyr ou voilà, le résultat, lui, il l'a acquis tout de suite. Il a vu tout de suite il fallait qu'il fasse un petit travail de sol dans ces endroits-là. Vous voyez, c'est très important ce côté transfert local de terrain qui permet, et c'est aussi ces résultats que vous avez de manière extemporanément, c'est-à-dire rapide, pour pouvoir effectivement voir avec lui quelles sont les modalités de changement de ses pratiques. Merci. Est-ce que l'outil est utilisable aussi pour des sols non agricoles, par exemple un sol urbain? Oui, oui, alors ça c'est un peu notre prochain. Alors, un problème des sols urbains, c'est aussi les problèmes de contamination, par exemple, par les polluants que nous, on ne fait pas par nos mesures. Donc, Biofontool n'est pas adapté à l'ensemble des choses. Mais si vous voulez regarder si le degré de pollution affecte les fonctions, ça peut être effectivement, ça peut être important, oui. En fait, on l'a fait dans des milieux très divers, pas qu'agricoles. Là, on sort d'une campagne dans les Pyrénées, on l'a fait à 2400 mètres sur des pentes relativement fortes pour regarder l'impact du pâturage. Donc, on l'a fait dans des milieux naturels et pas que dans des milieux agricoles. Et les milieux urbains, oui, oui, c'est une. Moi, en tout cas, ça nous intéresse beaucoup de pouvoir le faire. Donc, on est tout à fait ouvert à des mesures en milieu urbain. Il faudra peut-être adapter certains outils, mais c'est jouable. Et dernière question peut-être, comment la santé des sols est intégrée dans les politiques environnementales internationales, telles que celles de la FAO ou d'autres organisations mondiales? Ouais, j'ai 30 secondes pour répondre à ça. Que vous dire? En fait, oui, d'abord, c'est un concept qui est, très, très, qui est maintenant, très intégré aux politiques environnementales développées par la FAO. La FAO a développé aussi un kit, donc notamment c'est très lié aussi à l'agroécologie, c'est-à-dire comment mesurer l'impact de l'agroécologie sur les sols. Ils ont aussi dû développer des mesures pour savoir si elles avaient un impact positif ou pas. Donc oui, alors à l'échelle internationale, j'ai parlé de l'Europe, hein, qui a fait donc cette loi cadre, hein, qui est sortie le 5 juillet 2023. Donc effectivement, il y a une prise en compte internationale qui est relativement récente, hein, et peut-être, un peu trop récente encore pour voir leurs effets. Mais, la France, d'ailleurs, on peut de temps en temps se faire des cocoricots, a été un peu en avance là-dessus. Par exemple, la loi ZAN, qu'on peut citer, la zéro artificialisation nette, qui est issue de la loi énergie et climat, hein, donc qui empêche, en principe, si vous devez artificialiser 1 hectare dans votre commune, vous devez désartificialiser 1 hectare aussi. Et d'ailleurs, je fais partie du comité d'experts Indicasol tenté par l'INRA parce que ça veut dire quoi désartificialiser? C'est restaurer les fonctions écologiques des sols. Donc pour un élu, ce que je vous ai dit là n'est pas évident. C'est-à-dire comment on restaure des fonctions écologiques d'un système. Donc oui, ça va être des politiques communales, intercommunales, à l'échelle régionale qui vont être mises en place. Pour l'instant, le comment, je ne pourrais pas vous le dire parce que c'est encore en discussion. L'Europe part de Sol District. Alors, est-ce que c'est une région? Est-ce que c'est un département? On ne sait pas bien justement à ce niveau-là, parce qu'effectivement, la santé des sols, comme je vous l'ai dit, elle se mesure localement. Si je suis dans l'abri ou si je suis ici dans des sols, vous voyez, qui ne sont pas extrêmement fertiles, du Larzac, je ne peux pas comparer le Larzac avec l'abri. Ça n'a aucun intérêt. Donc, il faut ces mesures locales. Mais à quelle échelle? Ça reste encore un point d'interrogation. Alors Alain, il y avait encore une question que je n'avais pas vue, mais alors là, on va dire que c'est la dernière puisque notre séance, c'est vrai, a une durée limitée. C'est: a-t-on déjà connu des tentatives de restauration de sol qui ont malheureusement eu des effets de bord non désirés? Ah, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question. Non, écoutez, je préfère ne pas répondre. Je sais pas, peut-être qu'il en existe, j'en ai pas connaissance en tout cas, mais c'est une question, si la personne veut m'écrire, je vais essayer de me renseigner. Je connais des personnes qui pourraient peut-être sont plus compétentes que moi sur ce point-là. Mais des tentatives de restauration il y a des tentatives de restauration qui n'ont pas marché. Alors
moi, ce qui me vient en tête, et ce qui me choque un peu de temps en temps, c'est ce qu'on appelle un peu la restauration écologique. C'est-à-dire, vous savez, par exemple, si il y a à ce moment la 69 vers Castres, vous voyez, qui doit relier Toulouse. Et en fait, donc, il y a des systèmes maintenant de compensation. C'est-à-dire, si vous enlevez une surface boisée avec certains types de biodiversité, il faut la reconstituer quelque part d'autre. Mais c'est une vision encore, je dirais, très, comment dire ça, assez naïve d'un écosystème. C'est-à-dire, un écosystème, comme je l'ai dit, c'est un sol, c'est des caractéristiques qui ont mis des milliers d'années à se construire. Vous ne reproduisez pas un écosystème de cette nature-là partout, dans n'importe quelle condition. C'est extrêmement compliqué. Donc, j'ai vu des restaurations écologiques qui n'avaient aucun sens. Aucun sens, où on faisait. Parce que quand vous avez des restaurations écologiques, c'est de temps en temps râper tout le sol, en ramener d'autres qui viennent de 200 km pour pouvoir faire un habitat pour une grenouille qui était. Mais enfin bon, je pense que vous avez ici pas mal d'aéropages de scientifiques différents qui vous diront que c'est quand même relativement compliqué. Il ne suffit pas de restaurer un habitat ou de mettre l'arbre sur lequel il était pour restaurer un habitat. C'est aussi du climat, c'est aussi la température, c'est aussi la profondeur de sol, c'est aussi la texture. Et tout ça. Donc, je dirais que ces biais-là, il faut faire attention. Cette compensation écologique, quand on n'a pas le choix, elle est nécessaire, mais elle est vraiment à éviter, quoi, quand on peut. Voilà. Très Donc, bien. plutôt une nationale qu'une autoroute, si je pouvais dire. Merci beaucoup, Alain. Merci à tout le monde pour vos questions. Et puis, nous allons arrêter là la séance et nous vous disons à une prochaine fois. Donc, merci encore pour votre présentation et la Voilà. discussion, Alain. Merci Muriel de m'avoir invité, c'était vraiment un plaisir. C'est Et toute n'hésitez l'équipe. pas, mon mail c'est alain.broman@IRD, enfin comme tout le monde, et de me contacter si vous avez d'autres questions supplémentaires. Je serai ravi de vous répondre. Très bien. Merci, au revoir.